Le village de Saint-Aubin-sur-Loire, dans la campagne française, c'était le genre d'endroit où rien ne semblait échapper au regard des habitants. Des maisons en pierre claire s'alignaient le long de ruelles étroites. Les jardins étaient toujours impeccablement entretenus et les fenêtres ouvertes bien trop tôt pour quiconque souhaitait garder des secrets. Là-bas, la routine était un pacte tacite. Chacun connaissait les affaires de chacun, même en faisant semblant de les ignorer. Ce matin de septembre, l'air était chargé d'une excitation contenue. Le mariage de Claire Moreau, c'était l'événement le plus attendu de l'année. Non seulement pour la cérémonie elle-même, mais aussi parce qu'elle offrait une rare parenthèse dans la monotonie du quotidien. L'église était décorée depuis la veille. Des fleurs blanches contrastaient avec le bois sombre des vieux bancs. La cloche, muette depuis des mois, n'attendait plus que le moment propice pour annoncer l'union. Le marié n'arriverait pas en voiture. Cette tâche incomberait à Julien Lefebvre. Julien, le chauffeur engagé pour conduire Claire à l'église, était bien connu dans la région. Homme discret aux habitudes prévisibles, il effectuait de petits transports de marchandises entre les villages voisins. Il n'était jamais en retard, il n'annulait jamais, il ne disparaissait jamais. Mais ce matin-là, 2 heures avant l'heure convenue, Julien quitta sa maison et on ne le revit jamais. Claire a d'abord perçu cette absence comme un désagrément, puis comme un malaise, et enfin comme quelque chose d'indéfinissable. Le téléphone sonna dans le vide. La voiture qui aurait dû être garée devant la maison du chauffeur n'était pas là. Son père insistait sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un retard. Sa mère évitait de regarder l'heure. L'antagonisme dans cette histoire ne s'est pas manifesté par un visage précis à ce moment-là. Il a émergé comme une présence invisible, silence. Un silence pesant s'installa au fil des minutes, transformant l'espoir en malaise. Le mariage fut reporté, puis annulé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village, avant même que quiconque puisse en maîtriser le déroulement. La police locale a entamé les recherches le jour même. La voiture de Julien a été retrouvée abandonnée sur une route secondaire, à quelques kilomètres de Saint-Aubin. Les portières étaient verrouillées, aucune trace de lutte, rien d'inhabituel. Le réservoir était à moitié plein, ce qui laissait supposer qu'il ne comptait pas aller loin. L'absence d'explication a rapidement alimenté les spéculations. Certains disaient que Julien était parti de son plein gré. D'autres évoquaient des dettes cachées, des problèmes qu'il dissimulait derrière une vie exemplaire. Aucune hypothèse n'a tenu longtemps. L'homme n'a laissé aucun mot, n'a retiré aucun argent et n'a emporté aucun vêtement. Le protagoniste invisible de cette introduction n'était ni Julien, ni Claire, ni même la policière. C'était mystère installé en permanence au cœur du village. Cette plaque commémorative suscitait des réactions diverses chez les habitants. Certains s'approchèrent des fenêtres à chaque passage d'une voiture de police, tandis que d'autres préféraient ne rien dire, comme si l'ignorer pouvait la faire disparaître. Claire, quant à elle, quitta Saint-Aubin des semaines plus tard. Non par choix, mais par nécessité. Chaque rue lui rappelait cette journée interrompue. Chaque regard portait des questions que personne n'osait poser. Elle partit sans cérémonie, emportant avec elle une robe qu'elle n'avait jamais portée et une histoire qui n'avait jamais commencé. Le temps passa, mais la blessure ne se guérit pas. Au contraire, elle s'ancra davantage dans l'identité locale. Les enfants grandissaient en entendant l'histoire du chauffeur disparu avant de ramener sa fiancée chez elle. Les nouveaux arrivants apprenaient vite que ce sujet n'était abordé que lors de conversations nocturnes, jamais en plein jour. 11 ans se sont écoulés. C'est à ce moment-là que Marcel Dubois-Marcel, l'un des plus anciens habitants de la rue de Julien, décida de prendre la parole. Marcel n'était pas du genre à exagérer ni à inventer des histoires. Au contraire, il avait passé toute sa vie à être ignoré en raison de son extrême discrétion. Il observait plus qu'il ne participait. Le genre de voisin qui connaissait les horaires, les habitudes et les routines, sans jamais s'en mêler. Cet après-midi d'automne, tandis que les feuilles mortes s'amoncelaient sur les trottoirs, Marcel se rendit au commissariat. Il ne laissait transparaître aucune nervosité.
Juste une fermeté contenue, comme celle de quelqu'un qui aurait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Il affirmait avoir vu quelque chose ce matin-là, 11 ans plus tôt. Quelque chose qui, à l'époque, n'avait pas suffisamment de sens pour perturber ses habitudes. Quelque chose qui n'a pris de sens qu'avec le temps et le silence persistant. Le conflit principal a commencé à se révéler, non pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce qui a été ignoré dans la somme de petites décisions. Ne pas demander, ne pas insister, ne pas parler. La disparition de Julien cessa d'être un événement isolé et commença à se lier à des choix humains banals, faits sous couvert de normalité. Pendant que Marcel attendait d'être entendu, Saint-Aubin semblait immuable. Mais sous cette apparente tranquillité, quelque chose se tramait. La révélation promettait de rouvrir de vieilles blessures, de remettre en question des certitudes et surtout de changer l'image que les habitants se faisaient les uns des autres. L'histoire n'a pas commencé avec la disparition. Elle a commencé avec la décision de ne pas agir et aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, ce choix a un prix. Saint-Aubin-sur-Loire ne figurait pas sur les cartes touristiques. C'était un lieu presque oublié, niché au creux de routes secondaires, entouré de champs cultivés et du lent cours de la rivière qui lui a donné son nom. Le village vivait de petits commerces, de services de proximité et d'agriculture familiale. La vie y était rythmée par des horaires fixes, les boulangeries ouvraient avant l'aube, les cloches de l'église sonnaient à midi et les rues se vidaient bien trop tôt pour les visiteurs. Julien Lefebvre correspondait parfaitement à ce tableau. À 42 ans, c'était un homme aux habitudes méthodiques. Il se levait toujours à la même heure, garait sa voiture au même endroit, saluait ses voisins d'un bref signe de la main. Il ne fréquentait ni les bars, ni les mondanités. Son métier de chauffeur lui offrait suffisamment d'autonomie pour vivre discrètement. Pour Saint-Aubin, Julien était prévisible, et c'est ce qui le rendait invisible. La maison où il vivait reflétait ce même ordre silencieux. Une propriété simple, des murs clairs, un jardin bien entretenu, sans aucune trace d'improvisation. Rien ne laissait présager de conflits, d'excès ou de projets d'évasion. Lorsque la police a perquisitionné les lieux après sa disparition, elle y a trouvé des vêtements pliés, des factures payées et des papiers classés. Aucune perturbation apparente de la routine. Claire Moreau, en revanche, s'était toujours démarquée dans le village. Fille d'un marchand renommé, elle avait grandi avec des aspirations claires, stabilité, mariage, permanence. Les fiançailles représentaient la concrétisation de ce projet. Le mariage n'était pas seulement un événement personnel, mais un symbole collectif. Aussi, lorsque tout fut interrompu, Saint-Aubin eut le sentiment qu'une promesse avait été brisée. Claire et Julien n'avaient jamais entretenu de relations étroites. Ils ne s'étaient rencontrés que 2 fois avant le mariage, une fois pour convenir de l'heure et une autre pour confirmer l'itinéraire. Rien de plus qu'une simple cordialité. Pourtant, leurs destins se sont inextricablement liés. La disparition du chauffeur est restée à jamais associée au mariage, qui n'a jamais eu lieu. Au fil des années, l'absence de réponse a influencé les comportements. La police régionale, d'abord sous pression, a peu à peu réduit ses efforts. Sans corps, sans témoin direct, sans indice clair d'un crime, l'affaire est devenue une statistique. Pour les autorités, Julien n'était qu'un adulte disparu de plus. Pour Saint-Aubin, c'était une anomalie non résolue. Les villageois élaborèrent leur propre version des faits. Certains prétendaient que Julien menait une double vie hors du village. D'autres croyaient qu'il avait été victime d'un accident étouffé. Les récits variaient selon les personnes qui les racontaient, mais ils avaient tous un point commun. Ils dédouanaient la communauté de toute responsabilité. Le mystère devait rester en dehors du village. Marcel Dubois observait tout depuis un point d'observation fixe. Sa maison se trouvait juste en face de celle de Julien. Veuf et retraité, il passait le plus clair de son temps, assis près de la fenêtre, à lire de vieux journaux, ou simplement à regarder la rue. Il connaissait chaque bruit, chaque motif. Il savait quand une voiture inconnue passait, quand un chiot aboyait de façon inhabituelle. Le matin de la disparition, Marcel n'a rien fait de différent.
Il a vu Julien partir plus tôt que d'habitude, chose inhabituelle, mais sans inquiétude. Il a regardé la voiture descendre la rue et disparaître au détour du chemin menant à la route principale. Le détail qui l'a troublé ne lui est apparu que plus tard. Julien ne semblait ni pressé, ni nerveux. Ses mouvements étaient délibérés. Marcel n'en parla à personne. Sur le moment, cela ne lui sembla pas important. Le village était rythmé par de petites variations dans la routine. Ce n'est que des années plus tard, en repensant sans cesse à cette matinée, qu'il commença à prendre conscience de la gravité de ce qu'il avait ignoré. Entre-temps, Claire reconstruisait sa vie loin de chez elle. Elle s'installa à Lyon, puis à Marseille. Pendant des années, elle évita de retourner à Saint-Aubin. La disparition de Julien était devenue une cicatrice silencieuse qu'elle préférait ne pas expliquer. Pour beaucoup, elle n'était que la fiancée abandonnée par les circonstances. À ses propres yeux, elle était une femme dont la vie avait été bouleversée par un événement anonyme. Dans le village, de nouvelles familles arrivaient, d'autres partaient. Pourtant, la maison de Julien resta longtemps vide. Personne ne voulait y habiter. Un malaise diffus y régnait, comme si la propriété recelait trop de questions sans réponse. Lorsqu'elle fut finalement vendue, le nouveau propriétaire la rénova entièrement, mais ne put effacer la mémoire collective qui y était associée. L'antagonisme de l'histoire commençait à se dessiner, non pas chez une personne en particulier, mais chez omission partagée de court silence, la décision de ne pas s'immiscer, de ne pas poser plus de questions que nécessaire. À Saint-Aubin, l'ordre reposait sur la prévisibilité, et trop de questions menaçaient cette stabilité. Lorsque Marcel se décida enfin à parler, ce n'était pas sous l'effet d'un remords immédiat, mais de l'épuisement. Le poids de savoir qu'il avait été témoin de quelque chose d'inhabituel, aussi indéfini fût-il, était devenu insupportable. Il ne prétendait pas avoir vu un crime, juste quelque chose qui, à présent, lui paraissait loin d'être insignifiant. En franchissant la porte du commissariat, Marcel n'avait aucune preuve, seulement des souvenirs. Et à Saint-Aubin, les souvenirs avaient toujours été une chose dangereuse. Le monde de cette histoire se révélait être un cadre où le mystère ne survivait pas malgré les gens. Mais à cause d'eux, chaque personnage portait en lui une part invisible de la vérité, non par malice, mais par commodité, par peur, ou simplement par habitude de ne pas s'impliquer. Et maintenant, en faisant ressurgir le passé, Marcel menaçait de rompre le pacte tacite qui avait fait tenir le village pendant 11 ans. La déclaration de Marcel Dubois n'eut pas d'effet immédiat à Saint-Aubin-sur-Loire. Le commissariat local enregistra le témoignage avec prudence, le considérant comme un simple rapport tardif lié à une ancienne affaire. Pourtant, la simple existence de ce nouveau témoignage suffit à raviver un mouvement que le village croyait enterré. L'information a rapidement fuité. En moins de 2 jours, tout le monde savait que Marcel avait affirmé avoir vu quelque chose de différent ce matin-là. Le contenu exact de son récit restait inconnu, mais l'effet fut immédiat. On fermait les portes plus tôt. Les conversations s'interrompaient dès qu'une personne s'approchait et les regards complices d'antan firent place à une vigilance silencieuse. Le conflit ne portait plus seulement sur l'absence de Julien. Il devenait menace d'exposition. La police régionale a décidé de rouvrir l'enquête de manière limitée. Un enquêteur expérimenté, Étienne Roussellil, fut chargé d'examiner les dossiers et de réinterroger certains témoins. Roussel ne croyait pas aux révélations miraculeuses de dernière minute, mais il savait que les affaires mal résolues dissimulaient souvent des détails négligés. En relisant les rapports, il remarqua un détail qui lui avait paru insignifiant. L'heure exacte à laquelle Julien avait quitté la maison. Cela ne correspondait pas à l'itinéraire prévu. Il était parti trop tôt, comme s'il avait un rendez-vous avant de conduire sa fiancée. Aucun appel, aucun message n'avait été enregistré. Mais quelqu'un aurait pu le rechercher sur place. Roussel commença par interroger ses voisins les plus proches. La plupart répétèrent des versions déjà connues, légèrement modifiées au fil des ans. Rares étaient ceux qui avouaient se souvenir de détails précis.
La mémoire collective semblait s'être construite pour éviter les divisions. Marcel, quant à lui, a maintenu la même version. Il avait vu Julien quitter la maison tranquillement, mais avait remarqué un deuxième véhicule garé de l'autre côté de la rue, chose inhabituelle à cette heure-ci. Il ne pouvait décrire le conducteur. Il se souvenait seulement que la voiture n'appartenait à personne du village. Ce détail, trop infime pour engendrer la certitude, trop important pour être ignoré, a modifié l'orientation de l'enquête. Si Julien avait rencontré quelqu'un ce matin-là, la disparition cessait d'être aléatoire. Entre-temps, Claire Moreau fut informée de la réouverture du dossier. L'appel lui parvint à Marseille, un après-midi comme les autres. La nouvelle ne lui apporta ni soulagement, ni espoir immédiat. Seulement le sentiment d'un retour forcé à quelque chose qu'elle avait appris à tenir à distance. Claire résistait à l'idée de retourner à Saint-Aubin. Elle savait que sa présence raviverait de vieilles questions, des jugements et des regards. Pourtant, elle se rendait compte que le silence qu'elle avait instauré autour du passé commençait à se fissurer malgré elle. Le conflit intérieur de Claire ne s'exprimait pas par des mots, mais par des actes concrets. Elle réorganisait ses engagements, reportait ses décisions, comme si elle avait besoin de se ménager un espace mental pour affronter une réalité qu'elle refusait de voir. La disparition de Julien avait toujours été un événement hors de son contrôle. Désormais, elle redevenait une force agissante dans sa vie. Au village, l'atmosphère changeait. Ses anciennes connaissances évitaient Marcel. Certains le traitaient comme un traître. D'autres le jugeaient dangereux car il se souvenait de trop de choses. Il sentait l'isolement grandir, mais il ne céda pas. Ce qu'il avait dit était irrévocable. Roussel commença à percevoir une résistance subtile. Les témoins qui avaient auparavant coopéré devenaient désormais évasifs. Petits retards, informations contradictoires, trous de mémoire opportuns. Il n'y avait pas de complot manifeste, mais plutôt une stratégie d'autoprotection collective. L'antagonisme prenait des contours plus précis. Non pas une personne, mais un système informel de silence, alimenté par la crainte que la vérité n'exige des comptes. Un nouvel élément est apparu lorsque Roussel a visionné les anciennes images d'une caméra de circulation installée sur la route secondaire où la voiture de Julien avait été retrouvée. La qualité était médiocre, mais un détail a attiré son attention. Le véhicule semblait stationné à un endroit différent de celui initialement indiqué dans le rapport de police. Quelqu'un l'avait déplacé avant l'arrivée officielle des autorités. Ces informations ont radicalement changé l'interprétation de l'affaire. Non seulement Julien avait disparu, mais les faits avaient été manipulés. La question n'était plus « que s'est-il passé ?», mais « qui avait intérêt à contrôler le récit ?» Roussel revint au village avec cette nouvelle perspective. Chaque habitant devint, indirectement, partie prenante du conflit, non par des actions directes, mais par d'éventuelles omissions. Claire a finalement décidé de rentrer. Son arrivée n'a pas été annoncée, mais elle n'est pas passée inaperçue. Le simple fait de marcher à nouveau dans les rues a ravivé des souvenirs que beaucoup préféraient oublier. Pour certains, elle était une victime. Pour d'autres, un rappel troublant d'un passé douloureux. Le conflit central était désormais structuré en plusieurs niveaux. La vérité sur le destin de Julien, le rôle du village dans le maintien du silence et l'impact émotionnel de la réouverture de blessures jamais guéries. Rien n'avait été résolu. Au contraire, chaque nouvel élément d'information rendait le mystère plus dense, plus intime, plus personnel. Saint-Aubin ne pouvait plus se cacher derrière le temps. Et la disparition d'un seul homme a commencé à révéler le poids des choix faits par tous les autres. Le retour de Claire à Saint-Aubin-sur-Loire ne passa pas inaperçu, mais fut accueilli avec une courtoisie distante. De brèves salutations, des regards fuyants. Le village avait appris, au fil des ans, à vivre avec le mystère sans l'affronter. Sa présence brisa ce fragile équilibre. Claire s'installa dans l'ancienne maison de ses parents, désormais vide. L'entreprise familiale avait fermé peu après son départ, une autre conséquence de leur mariage interrompu. Chaque objet semblait appartenir à une époque suspendue. Au lieu de se perdre dans ses souvenirs, elle décida d'agir.
Elle fouilla de vieux dossiers, des coupures de presse, tout ce qui pourrait l'éclairer sur les premiers jours suivant sa disparition. Entre-temps, Étienne Roussel approfondit l'enquête par des pistes moins évidentes. Il découvrit que Julien avait effectué des déplacements non déclarés plusieurs semaines avant sa disparition, de petits détours, des demandes de transport informelles qui ne figuraient pas sur les factures. Ces déplacements n'étaient pas illégaux, mais ils indiquaient que Julien acceptait des missions en dehors de sa routine habituelle. L'un de ces chemins menait à un vieil entrepôt près de la rivière, inutilisé depuis des années. Le site appartenait à une coopérative agricole qui avait cessé ses activités peu avant la disparition. Officiellement, l'entrepôt était abandonné. Officieusement, les habitants savaient qu'il servait occasionnellement à des réunions discrètes et à du stockage informel. Roussel s'est rendu sur place. Il y a constaté des traces d'utilisation récentes, incompatibles avec l'état déclaré. Rien qui prouve un crime, mais suffisamment pour indiquer une activité continue. L'intrigue secondaire concernant l'entrepôt a introduit une nouvelle possibilité. Julien aurait pu être impliqué dans quelque chose qui dépassait le simple cadre de son travail de chauffeur. Pendant ce temps, Marcel traversait sa propre crise. L'isolement imposé par ses voisins s'était durci. Des lettres anonymes arrivaient dans sa boîte aux lettres, l'accusant de perturber la tranquillité du quartier. De petites provocations avaient remplacé le silence d'avant. Le message était clair. Ce souvenir avait des conséquences. Marcel commença à se demander s'il aurait dû parler. Non par remords, mais parce qu'il réalisait que sa révélation déstabilisait des personnes qu'il connaissait depuis des décennies. Pourtant, il ne se rétracta pas. Quelque chose le troublait toujours, le sentiment qu'il n'était pas le seul à avoir vu l'étrange voiture ce matin-là. Claire croisa de vieilles connaissances qui évitaient son regard. L'une d'elles, Luc Bernard Luc, un vieil ami d'enfance, était visiblement mal à l'aise. La rencontre fut brève mais révélatrice. Luc laissa échapper sans s'en rendre compte que tout ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas dans les rapports. La phrase resta en suspens, sans être approfondie, mais suffisante pour creuser un nouveau fossé. L'intrigue secondaire concernant Luc s'est développée lorsque Claire a appris qu'il avait travaillé temporairement pour la coopérative agricole peu avant sa fermeture. L'entrepôt près de la rivière a refait surface, désormais lié à des personnes précises. La pression du temps s'est intensifiée lorsque Roussel a reçu l'ordre de présenter des progrès concrets. L'affaire ne pouvait rester ouverte indéfiniment. Soit de nouveaux éléments de preuve allaient apparaître, soit l'enquête serait de nouveau close. Cette échéance implicite a accéléré les décisions et réduit les marges de manœuvre. Claire décida de confronter Luc, non pas avec des accusations directes, mais avec des faits. La rencontre eut lieu dans un café presque vide. Luc esquiva les réponses claires, détourna le regard et laissa transparaître une tension palpable. Il ne nia pas en savoir plus qu'il ne l'avait dit. Il déclara simplement que certaines vérités pouvaient blesser des personnes qui ne le méritaient pas. Cette justification a amplifié le conflit moral du récit. La disparition de Julien, au lieu d'être un événement isolé, est devenu un enchevêtrement d'intérêts, de loyauté et de peur. Révéler la vérité impliquait de redistribuer les responsabilités. Une autre intrigue secondaire se dessine lorsque Roussel découvre que la voiture de Julien a été aperçue, le matin de la disparition, sur une route différente de celle qui menait habituellement chez Claire. L'information provient d'un agriculteur qui, jusque-là, était resté silencieux, jugeant ce détail insignifiant. À présent, il réalise qu'il avait peut-être contribué à perpétuer le mensonge collectif. Les intrigues secondaires se sont peu à peu rejointes. L'entrepôt, les services non déclarés, l'étrange voiture, les habitants qui en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. Tout indiquait un réseau de petites décisions, pourtant intimement liées. La complexité de l'affaire ne résidait pas dans l'absence d'indices, mais dans leur quantité, personnes indirectement impliquées, chacune portait en elle un fragment de vérité, insuffisant individuellement, mais puissant une fois réunis. Saint-Aubin commençait à se diviser entre ceux qui voulaient en finir au plus vite et ceux qui, comme Claire et Marcel, acceptaient le risque d'affronter le passé. Le temps, jadis allié de l'oubli,
était devenu un ennemi. Et à mesure que l'enquête progressait, il est devenu clair que toute révélation complète nécessiterait non seulement des preuves, mais aussi une volonté collective de reconnaître ce qui avait été commodément ignoré pendant 11 ans. L'enquête progressait lentement, jusqu'à ce qu'un détail apparemment insignifiant change tout. Étienne Roussel reçut un ancien rapport technique qui ne figurait pas au dossier principal. Il s'agissait d'un document de la compagnie d'électricité locale, daté de la semaine de la disparition de Julien Lefebvre. Le rapport mentionnait une brève coupure de courant près de l'ancien entrepôt de la coopérative agricole, enregistrée le matin même. L'information ne laissait pas présager un crime, mais elle créait une coïncidence difficile à ignorer. Roussel a recoupé l'heure de la coupure de courant avec les rapports existants. L'interruption s'était produite quelques minutes seulement après le départ de Julien. Le cabanon, jusque-là un élément secondaire, prit alors une importance nouvelle dans le récit. Roussel retourna sur les lieux, muni d'une autorisation officielle. Cette fois, l'inspection fut plus approfondie. Sous la dalle de béton, il découvrit des traces d'anciens travaux, comme si une partie avait été ouverte puis refermée à la hâte. Il n'y eut ni restes humains ni effets personnels, mais des signes évidents indiquaient que quelque chose y avait été temporairement dissimulé. La révélation n'était pas physique, mais symbolique. Quelqu'un avait essayé d'effacer les traces. Presque simultanément, Claire reçut des informations qui allaient changer sa compréhension de la disparition. Marcel, visiblement bouleversé, décida de révéler un détail qu'il avait omis jusque-là. Ce matin-là, en voyant Julien quitter la maison, il avait également aperçu Claire une voiture passa dans la rue. Ce n'était pas la sienne, mais une voiture similaire, avec 2 personnes à bord. Ce détail prit tout son sens à Marcel, qui avait évité de le mentionner par crainte d'être confondu. Claire savait que c'était impossible. Elle était chez elle à ce moment-là, accompagnée de sa mère. La ressemblance, cependant, soulevait une hypothèse troublante. Quelqu'un avait délibérément usurpé l'apparence d'une personne connue afin de semer la confusion par la suite. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte, mais aussi dans son impact émotionnel. Claire ne se considérait plus comme une simple victime indirecte. Elle comprit que son image avait été utilisée, même involontairement, dans le cadre d'un plan plus vaste. Roussel confronta Luc Bernard avec ces nouvelles informations. Cette fois, sa position changea. Il ne nia rien. Il ne confirma rien non plus. Il demanda simplement un délai. Sa demande fut refusée. Sous la pression, Luc révéla une partie de la vérité. L'entrepôt avait servi, pendant un temps, de lieu de rencontre pour des négociations illégales concernant le transport de marchandises non déclarées. Rien de violent, rien d'ostentatoire. Julien, ignorant toute l'histoire, avait accepté d'effectuer quelques transports occasionnels. Le matin de la disparition, Julien a été convoqué à la remise pour une discussion. Ce qui aurait dû être une simple explication a dégénéré. Luc n'est pas entré dans les détails, mais a admis que une grave erreur s'était arrivée. Un accident, une panique collective, des décisions prises en quelques minutes dont les répercussions se feraient sentir pendant des années. Le véritable tournant se dessinait alors. Julien n'avait pas disparu par hasard. Il s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, entouré de personnes qui avaient fait des choix, se préserver. Claire, en apprenant la nouvelle, ne réagit pas par la colère. Un silence pesant s'installa, bien différent de celui qui avait marqué les années précédentes. Pour la première fois, on pouvait entrevoir, même de façon incomplète, ce qui s'était passé. Roussel comprit que l'enquête franchissait désormais une limite délicate. Tout révéler reviendrait à exposer des gens ordinaires, dont beaucoup vivaient encore au village. L'antagonisme devenait humain, intime, pesant. Le tournant final s'est produit lorsque Luc a mentionné un nom qui ne figurait dans aucun rapport, Pierre Moreau, le père de Claire. D'après Luc, Pierre était indirectement impliqué dans les négociations concernant l'entrepôt, cherchant à sauver son entreprise de la faillite. Julien était devenu un maillon trop faible de la chaîne. La révélation frappa Claire comme un choc.
La disparition qui avait bouleversé sa vie était liée à la tentative de son père de la protéger. L'ironie cruelle de la situation redéfinissait complètement les rôles de victime et de coupable. Plus rien n'était simple. Le passé, autrefois un mystère lointain, était devenu un ensemble de choix erronés, faits par des personnes trop proches pour être ignorées. Le point de bascule était atteint. L'histoire avait changé de direction. Il ne s'agissait plus de retrouver Julien, mais de prendre une décision. Que faire de la vérité ? La révélation concernant l'entrepôt et le nom de Pierre Moreau se répandit à Saint-Aubin-sur-Loire à la vitesse de l'éclair, comme une nouvelle que tous redoutèrent d'entendre, mais que peu osaient confirmer. Aucune annonce officielle, aucune déclaration publique. Les conséquences se manifestèrent par de petites réactions quotidiennes, des changements soudains de comportement, un malaise palpable lors de rencontres fortuites. Claire quitta le commissariat sans dire un mot. Elle ne pleura pas, ne cria pas, n'affronta personne sur le champ. Sa réaction fut pragmatique. Elle retourna chez ses parents et commença à rassembler de vieux documents de l'entreprise familiale. Factures, contrats, notes éparses. Elle cherchait des schémas, pas des justifications. Elle avait besoin de comprendre l'étendue de l'implication de son père. L'image de Pierre Moreau, décédé des années auparavant, commençait à se fissurer. Pour le village, il avait toujours été un homme intègre, travailleur et respecté. Aux yeux de Claire, désormais, il apparaissait comme un homme capable de décisions désespérées. Cette transformation ne nécessitait aucun mot, seulement des actes. Elle évitait les lieux publics, limitait ses interactions, comme si chaque visage exprimait une opinion silencieuse. Étienne Roussel subissait des pressions institutionnelles. La réouverture de l'affaire commençait à inquiéter les autorités régionales, non pas par manque de preuves, mais en raison des répercussions sociales qu'une conclusion officielle aurait. Procédures administratives, responsabilités partagées, erreurs initiales d'enquête, le système a réagi en tentant d'en limiter les conséquences. Luc Bernard fut de nouveau interrogé officiellement. Son attitude changea. Auparavant évasif, il semblait désormais résigné. Il ne chercha pas à minimiser les faits, se contentant d'exposer sa responsabilité. Il confirma l'utilisation de l'entrepôt, le fret irrégulier et la réunion du matin. Il garda le silence sur les détails finaux, affirmant n'avoir pas joué de rôle direct dans le dénouement. Paradoxalement, Marcel Dubois gagna en respect et en isolement. Certains habitants commencèrent à le saluer avec une formalité forcée, reconnaissant, bien que tardivement, l'importance de son témoignage. D'autres l'évitaient complètement, comme si sa présence leur rappelait une culpabilité partagée. Le village réagit de manière inégale. Les commerçants installés de longue date craignaient des boycotts déguisés. Les familles liées, même indirectement, aux événements évitaient d'être exposées. Saint-Aubin, habitué à la stabilité, se montra incapable d'accepter l'idée que sa tranquillité reposait sur des omissions. La police a fait des progrès techniques. De nouvelles analyses médico-légales de l'entrepôt ont révélé des traces d'un nettoyage intensif effectué des années auparavant. Rien de concluant, mais suffisant pour confirmer une tentative délibérée d'effacer des preuves. La disparition de Julien est désormais officiellement considérée comme le résultat d'un crime étouffé, même sans corps ni aveu complet. Claire fut confrontée à d'anciennes connaissances en quête d'absolution morale. Certaines prétendaient ne rien savoir. D'autres affirmaient avoir eu des soupçons, mais craignait les conséquences. Elle ne répondit à rien. Sa réaction fut simple. Écouter, prendre note, puis passer à autre chose. Cette froideur contrastait fortement avec l'image de la jeune femme fragile qu'elle avait incarnée 11 ans plus tôt. La relation entre Claire et Roussel devint plus directe. Il commença à la considérer non seulement comme une personne touchée par l'affaire, mais aussi comme quelqu'un capable d'en modifier le cours. La vérité tout entière dépendait de décisions qui dépassaient le cadre de l'enquête policière. Un événement inattendu s'est produit lorsqu'un ancien employé de la coopérative agricole a décidé de se manifester spontanément. Inspiré par la réouverture de l'enquête, il a révélé avoir participé au déplacement de la voiture de Julien le jour de sa disparition.
L'ordre était clair, gagner du temps, brouiller les pistes, détourner l'attention de l'entrepôt. Ces aveux confirmèrent la dissimulation collective. La réaction du village fut immédiate, une indignation sélective. Nombreux furent ceux qui condamnèrent le fonctionnaire pour avoir parlé trop tard, ignorant le fait que le silence était une pratique courante depuis des années. Claire comprit que la vérité n'apporterait pas de soulagement immédiat. Elle provoquait des ruptures, non des guérisons. Le passé, une fois réactivé, exigeait des prises de position claires. Le conflit entrait désormais dans sa phase la plus difficile. Non pas la découverte des faits, mais acceptation des responsabilités. Saint-Aubin ne pouvait plus prétendre que la disparition de Julien était un mystère lointain. Elle était le reflet direct des choix faits par des gens ordinaires. Les conséquences étaient déjà là, et chaque réaction, qu'il s'agisse de culpabilité, de déni ou d'une tentative de réparation, a poussé l'histoire vers un point de non-retour. Claire Moreau commença à occuper Saint-Aubin-sur-Loire d'une manière différente, non plus comme quelqu'un revenu revivre le passé, mais comme quelqu'un qui avait décidé de l'affronter activement. Ses habitudes changèrent, elle cessa d'éviter les rencontres et commença à circuler dans le village à des moments stratégiques, visitant les lieux directement liés aux événements survenus 11 ans auparavant. L'évolution de Claire ne s'est pas manifestée par des discours, mais par des décisions. Elle a officiellement demandé l'accès à l'intégralité du dossier d'enquête, chose qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Elle a organisé les documents, recoupé les informations et relevé les incohérences. Son approche proactive contrastait fortement avec l'hésitation collective qui avait marqué le village pendant des années. Parallèlement, elle prit une décision difficile. Elle rechercha d'anciens fournisseurs de l'entreprise de son père, des personnes qui avaient pris leur distance après la fermeture soudaine du magasin. Elle ne cherchait ni accusation ni pardon, mais du contexte. Elle découvrit que Pierre Moreau avait subi des difficultés financières bien plus importantes qu'il ne l'avait jamais révélées à sa famille. S'impliquer indirectement dans les négociations concernant l'entrepôt apparaissait désormais comme un dernier recours, et non comme une ambition. Cette prise de conscience ne l'exonérait pas des conséquences, mais elle offrait à Claire une base solide pour agir sans illusion. Elle cessa de percevoir l'histoire en termes de héros et de méchants clairement définis. Sa croissance personnelle résulta de l'acceptation de cette complexité. Étienne Roussel dut lui aussi relever un défi. Contrairement aux enquêtes classiques, celle-ci exigeait plus que de simples preuves. Elle nécessitait une résistance institutionnelle. Il décida de poursuivre, même sans garantie de soutien total. Il demanda la requalification formelle de l'affaire, prenant des risques professionnels évidents. Inspiré par la position de Claire, Marcel Dubois commença à prendre position publiquement. Il ne recherchait pas la notoriété, mais la cohérence. Il commença à parler ouvertement de la culture du silence qui régnait dans le village. Ses paroles, simples et directes, provoquèrent un malaise. Pourtant, elles suscitèrent aussi la réflexion. La réaction du village fut ambiguë. Certains habitants commencèrent à collaborer spontanément, apportant des détails auparavant jugés insignifiants. D'autres renforcèrent leur résistance, craignant des conséquences juridiques ou sociales. Saint-Aubin s'engageait dans un processus de transformation lent et inégal. Claire a franchi une étape à la fois symbolique et concrète. Elle a autorisé la divulgation partielle d'informations concernant son père. Elle n'a ni omis son nom, ni minimisé son rôle. Cette décision a eu un impact immédiat. Elle a brisé la logique de la protection sélective qui avait entretenu le silence collectif. En se dévoilant, elle a contraint les autres à reconsidérer leurs propres omissions. La transformation personnelle de Claire se manifestait dans son langage corporel, sa façon de parler et les limites qu'elle s'imposait. Elle n'était plus la mariée dont le mariage avait été interrompu. Elle était devenue une actrice de la vérité, même lorsque celle-ci lui causait de la souffrance. Roussel a obtenu de nouvelles autorisations pour interroger des témoins clés hors du village.
D'anciens intermédiaires liés à la coopérative agricole ont confirmé que Julien avait été considéré comme un risque après avoir exprimé des réticences quant à certains arrangements de transport. Il n'avait menacé de dénoncer personne, mais son hésitation avait été interprétée comme un danger potentiel. Ces informations ont conforté le récit. Julien n'avait pas été la cible d'une vengeance, mais deux contrôles un problème qui doit être résolu rapidement. Claire a réagi immédiatement à cette découverte. Elle a insisté pour que l'affaire soit traitée comme un homicide dissimulé malgré l'absence de corps. Son insistance a changé la donne dans l'enquête. La disparition, autrefois simple énigme administrative, est devenue un crime avec des auteurs identifiés. Un élan collectif commençait timidement à se manifester. Un mémorial improvisé apparut près de l'ancienne route où la voiture avait été retrouvée. De simples fleurs, sans nom, sans plaque. Un geste discret mais significatif. Pour la première fois, Julien était publiquement reconnu comme une victime. Claire observait le mémorial de loin. Elle ne cherchait pas à apaiser sa douleur immédiatement. Elle savait que surmonter le deuil n'était pas un événement ponctuel, mais un processus. Pourtant, cette scène marquait un tournant concret. Saint-Aubin n'était pas devenu soudainement un lieu juste, mais il avait cessé d'être un lieu figé. L'évolution personnelle de Claire a catalysé des transformations plus profondes, encore instables, mais irréversibles. Le conflit entrait dans sa phase finale. Il n'y avait plus aucun doute sur ce qui s'était passé. Mais la décision concernant comment conclure cette histoire. Le village de Saint-Aubin-sur-Loire était en état d'alerte silencieuse. Les petites rues pavées, jadis paisibles, étaient désormais le théâtre de regards méfiants. L'enquête s'était accélérée et la pression sur les habitants, les anciens employés et les intermédiaires s'intensifiait de jour en jour. Le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences juridiques et sociales. La tension était palpable, mais imperceptible pour ceux qui ignoraient les détails de l'affaire. Claire Moreau devint alors un élément central de l'enquête. Elle n'était plus une simple observatrice, mais un véritable moteur. Elle rassembla des documents, recoupa les témoignages et reconstitua avec précision les itinéraires, les contacts et les événements liés à la disparition de Julien Lefebvre. Chaque détail apportait un nouvel indice. Chaque indice exigeait une décision immédiate. Elle ne se laissa pas paralyser par l'émotion. Son objectif était de reconstituer le déroulement complet des événements et de préparer le terrain pour la révélation finale. Entre-temps, Étienne Roussel coordonnait les derniers entretiens. Certains habitants hésitaient encore à coopérer, mais l'insistance de Claire et la pression institutionnelle finirent par porter leurs fruits. Des informations qui semblaient auparavant sans importance s'intégraient désormais dans des schémas clairs. De petites contradictions dans les témoignages commencèrent à converger, renforçant la thèse selon laquelle la disparition de Julien était le fruit de décisions délibérées prises par ses proches. La tension montait à mesure que l'enquête se rapprochait du cœur du problème. L'entrepôt abandonné, la voiture déplacée, le fret irrégulier et les noms impliqués. Claire savait que pour découvrir la vérité, elle devrait confronter directement ceux qui avaient pris les décisions cruciales ce matin fatidique. Elle préparait méticuleusement chaque approche, consciente que la moindre erreur pouvait compromettre les réponses. Marcel Dubois continua de jouer un rôle déterminant. Sa mémoire détaillée des événements, alliée à son courage retrouvé de témoigner, offrit à Claire et Roussel une base solide pour reconstituer les faits avec une précision quasi chirurgicale. Il décrivit les mouvements, les horaires et les petits détails qui semblaient insignifiants, mais qui, mis bout à bout, traçaient une chronologie claire et cohérente. Les villageois commencèrent à comprendre qu'il était impossible d'ignorer le passé. De petites tensions surgissaient dans les interactions quotidiennes. Regards furtifs, conversations interrompues, portes qui claquent. Chaque geste traduisait la peur, la culpabilité ou le malaise. Le silence qui avait soutenu le village pendant des années commençait inévitablement à se fissurer. Claire a trouvé une vieille photo prise par hasard par un voisin le jour de la disparition de Julien. L'image était floue,
mais on y distinguait des mouvements subtils, la voiture de Julien garée, un autre véhicule à proximité, et des ombres de personnes dont la signification s'éclairait désormais. Cette photo est devenue une pièce à conviction essentielle, permettant de mettre au jour des éléments jusque-là insoupçonnés. La montée en puissance jusqu'au dénouement impliquait également des confrontations verbales indirectes. Claire initiait des dialogues soigneusement préparés avec Luc Bernard et d'autres intermédiaires. Chaque conversation visait à obtenir des détails précis, à vérifier la cohérence de leur récit et à provoquer de petites révélations qui, ensemble, prépareraient le terrain pour le moment décisif. Entre-temps, la tension émotionnelle montait. Claire comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de découvrir la vérité, mais aussi d'affronter les répercussions sociales et personnelles. Chaque effort personnel, confronter d'anciens amis, revisiter des lieux du passé, rassembler les preuves, la fortifiait, mais la rendait aussi vulnérable. Croissance individuelle et défis collectifs étaient indissociables. Le temps pressait. Étienne Roussel devait rassembler les informations avant que l'affaire ne soit de nouveau classée. L'enquête reposait sur des faits précis, des témoignages cohérents et des preuves susceptibles d'étayer un récit juridiquement solide. Chaque détail mis au jour par Claire, Marcel ou les anciens employés de l'entrepôt était crucial pour maintenir l'élan et préparer le terrain pour le dénouement. Finalement, les éléments ont convergé. Julien Lefebvre avait disparu suite à des décisions prises à la hâte par des personnes de son entourage, sans aucune intention de violence directe, mais avec de graves conséquences. L'entrepôt abandonné et les opérations de fret irrégulières ont fourni un contexte et une explication aux mouvements suspects. Les habitants et les intermédiaires détenaient des fragments de vérité, et le silence collectif avait entretenu le mystère pendant 11 ans. Claire et Roussel disposaient désormais des éléments nécessaires pour aborder la complexité de manière organisée et définitive. Tout était prêt pour le dénouement. Chaque action entreprise jusqu'alors, la collecte de documents, le recueil de témoignages, les confrontations planifiées, avait contribué à créer une tension croissante. Le moment de révéler la vérité approchait. Le village pressentait, même inconsciemment, que le calme relatif serait inévitablement rompu. Le dénouement ne serait pas qu'une simple révélation factuelle. Ce serait aussi une épreuve de courage, de responsabilité et d'acceptation. Tous les protagonistes devraient se confronter à la vérité et à ses conséquences. Saint-Aubin-sur-Loire ne serait plus jamais la même après un tel événement. Le jour de la révélation arriva. Saint-Aubin-sur-Loire, d'ordinaire si calme et prévisible, sembla retenir son souffle. Claire Moreau décida que la confrontation serait directe, organisée lors d'une réunion formelle dans l'ancienne maison familiale, désormais rénovée et aménagée pour accueillir les personnes concernées. Étienne Roussel, Marcel Dubois et Luc Bernard étaient présents, ainsi que d'autres habitants importants qui savaient ce qui s'était passé 11 ans plus tôt. Claire entama la séance d'un ton ferme, sans détour. Elle déposa sur la table documents, photographies et carnets de voyage. Point d'accusation hâtive, seulement des faits. Chaque détail recueilli, l'entrepôt abandonné, la voiture déplacée, le fret irrégulier, les témoignages concordants de Marcel et la vieille photographie, constituaient un récit implacable. La tension était presque palpable. Luc Bernard, le premier à prendre la parole, tenta de détourner l'attention, de se justifier, d'adoucir le coup. Mais Claire l'interrompit, exposant avec précision contradictions et omissions. Chaque phrase de Luc, chaque hésitation était enregistrée. La posture de Claire trahissait une maturité visible. La jeune femme qui avait auparavant fui la douleur maîtrisait désormais la situation. La vérité n'était pas qu'une abstraction. Elle était à la fois une arme et un bouclier. Marcel observait en silence. Ses souvenirs, nourris par des années d'histoire, lui venaient en aide. Chaque détail mentionné par Claire s'accordait parfaitement à son récit. Le vieux voisin sentit enfin le poids de 11 années de silence se dissiper. Point d'héroïsme personnel, seulement la justice. Il se sentait soulagé et vulnérable à la fois.
Le moment décisif survint lorsque Claire mentionna Pierre Moreau. Le nom du père provoqua un choc collectif. Certains habitants détournèrent le regard. D'autres eurent la gorge serrée. Il n'y avait aucune malice, mais la vérité eut un impact inattendu, bouleversant la perception de la disparition de Julien. Le père de Claire, jadis respecté et considéré comme un homme intègre, avait à son insu participé aux décisions qui avaient conduit à la disparition du chauffeur. Le rebondissement le plus saisissant survint lorsqu'Étienne Roussel révéla le détail final. L'accident qui avait entraîné la disparition de Julien n'était pas d'origine criminelle, mais le fruit d'une série d'erreurs et d'une panique collective. Julien s'était soudainement évanoui dans le hangar. Un mouvement maladroit lui avait fait chuter et se blesser gravement. Craignant d'être découverts, les personnes présentes avaient déplacé la voiture et tenté d'effacer les traces avant l'arrivée de la police, se préservant ainsi et lui sauvant en partie la vie. L'impact de la révélation fut immédiat. Claire garda son calme, absorbant la complexité de la vérité. Julien n'avait pas été victime de violences intentionnelles, mais s'était retrouvé dans une situation périlleuse suite à un concours de circonstances humaines, de peur et d'omission. Saint-Aubin assista, dans un silence pesant, à l'effondrement du mythe d'une vie prévisible et paisible. Puis, une dernière pièce vint compléter le puzzle. Julien, vivant mais affaibli et distant, devait revenir sous surveillance médicale. Son absence prolongée s'expliquait par des erreurs médicales, des décisions familiales et un déménagement après une convalescence partielle. Le choc initial laissa place à l'incrédulité. L'homme que tous croyaient disparu à jamais était vivant, caché par les circonstances les plus improbables. Le point culminant s'est déroulé avec 3 éléments simultanés pour révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce matin fatidique, l'impact émotionnel collectif sur le village qui se retrouvait enfin confronté à son silence prolongé. L'évolution de Claire, à mesure qu'elle prenait le contrôle du récit et transformait la souffrance en action concrète. La tension, jusque-là contenue, a explosé en de véritables réactions humaines. Larmes, étreintes, expressions de culpabilité et de soulagement. Le récit, qui paraissait auparavant linéaire et statique, s'est transformé en une mosaïque de vérité, de révélations et d'espoir de réconciliation. Le dénouement, à la fois plausible et surprenant, a fait en sorte que personne ne puisse dire que l'histoire s'était terminée comme prévu. Chaque personnage a dû faire face aux conséquences directes de ses choix, mais a également eu l'occasion de réparer ses erreurs passées. Claire, désormais forte de ses convictions, a mené le processus, guidant chacun vers l'acceptation de la vérité sans chercher de coupable facile. Le dénouement a permis de résoudre l'énigme centrale. La disparition de Julien n'était pas un mystère insoluble, mais une suite d'actions humaines imparfaites, de peur, de décisions hâtives et d'omissions collectives. Saint-Aubin ne serait pas complètement guéri, mais elle cesserait d'être un lieu de silence et de passivité. Claire, Marcel et Roussel comprirent que le moment le plus tendu n'était pas seulement la révélation, mais la capacité de chacun à faire face à l'avenir. Et tandis que le village assimilait la complexité de la vérité, le sentiment que l'histoire avançait enfin apporta un soulagement contenu mais bien réel. Saint-Aubin-sur-Loire, après cette série de révélations bouleversantes, n'était plus le village paisible et immuable qu'il avait été pendant des années. Chaque rue, chaque maison portait les stigmates d'un passé désormais exposé au grand jour. La disparition de Julien Lefebvre, longtemps restée un mystère, était maintenant comprise. La vérité avait émergé, un concours de circonstances, des décisions hâtives et des omissions collectives. Claire Moreau, revenue au village animé par le besoin de réponse, avait non seulement découvert les faits, mais aussi acquis force et lucidité. Elle comprenait que le passé était immuable, mais qu'on pouvait l'affronter. Ses actions concrètes, rassembler des documents, confronter les témoins, organiser les preuves, ont non seulement permis de reconstituer le déroulement des événements, mais ont aussi incité le village à assumer ses responsabilités. Julien Lefebvre, enfin retrouvé et rétabli, devint le symbole humain de cette histoire.
Il n'y eut ni vengeance ni condamnation directe, mais sa présence apporta un sentiment d'apaisement partiel. Le retour du chauffeur fit remonter à la surface des émotions longtemps refoulées, remords, peur, surprise, mais aussi espoir. Son histoire personnelle reflétait la complexité des événements, victime des circonstances, mais survivant de sa propre énigme. Pierre Moreau, le père de Claire, bien qu'absent physiquement, a vu sa mémoire réexaminée. Les décisions qu'il avait prises pour protéger l'entreprise familiale et, indirectement, sa propre fille, se sont trouvées nuancées. Il ne s'agissait plus d'une simple culpabilité, mais de comprendre les pressions humaines, économiques et sociales qui influencent les choix. En se confrontant à la vérité sur son père, Claire a pu pardonner et intégrer ses actes à sa propre compréhension du passé. Le village a connu une transformation silencieuse mais profonde. Les habitants qui, auparavant, se réfugiaient derrière des omissions, participaient désormais à des dialogues plus ouverts, quoique prudents. De petits gestes, comme rendre visite à Claire pour lui révéler des détails qu'elle avait omis ou simplement reconnaître l'importance de Marcel Dubois, ont permis de reconstruire la communauté sur des bases plus authentiques. Marcel, qui était resté silencieux pendant des années, éprouva une forme de soulagement. Ce n'était pas une reconnaissance publique, mais la confirmation de son rôle de témoin clé. Son témoignage montra que le courage de parler, même tardivement, peut changer le cours des événements, même 11 ans après les faits. Étienne Roussel, en tant que représentant de la loi, a mis à profit sa propre expérience. Il comprenait que la justice ne se résume pas aux preuves, mais repose aussi sur la patience, la perspicacité et la collaboration. Son approche équilibrée a permis à Claire de reprendre le récit des faits sans compromettre la rigueur de l'enquête. Le dénouement de l'affaire fut ainsi une victoire non seulement de la méthode, mais aussi de la compréhension humaine qui guide les décisions judiciaires et morales. L'impact émotionnel sur Claire fut profond, mais structuré. Elle apprit que la vérité peut être multiforme, douloureuse et complexe, mais aussi libératrice. La confrontation avec Luc Bernard et les autres intermédiaires révéla des histoires de peur, de protection et de survie sociale qui avaient façonné le comportement de chacun. En acceptant ces différentes strates, Claire consolida son développement personnel, non pas en vengeresse, mais en actrice de la reconstruction. Concrètement, Saint-Aubin a mis en œuvre des changements subtils. Les relations interpersonnelles se sont enrichies de dialogues sur la responsabilité et les conséquences. De petits gestes de réparation ont vu le jour, comme l'organisation de commémorations et la participation à des rassemblements communautaires, confirmant qu'il est possible, même après des décennies, de reconstruire une éthique collective. Le village ne deviendrait pas parfait, mais il gagnerait en maturité émotionnelle. La conclusion a également clarifié le récit central. La disparition de Julien n'était pas le fruit d'une décision isolée, mais d'une combinaison de multiples actions humaines. La dissimulation n'était pas motivée par la pure malice, mais par la peur et l'instinct de protection. La complexité morale de l'événement a été publiquement reconnue, permettant à chaque personnage de comprendre son rôle dans l'histoire, sans simplification excessive. Pour Claire, l'expérience fut double. Elle avait obtenu des réponses concrètes et, simultanément, elle avait dû faire face aux répercussions émotionnelles et sociales d'un mystère qui avait marqué sa vie. Son cheminement vers la guérison, d'une jeune femme vulnérable et sans défense à une femme capable d'affronter la vérité, était achevée. Non seulement elle avait découvert Julien, mais elle avait aussi aidé le village à se confronter à son passé. La fin du récit n'a pas effacé la douleur, mais a transformé le poids du secret en compréhension. Saint-Aubin-sur-Loire a appris que dissimuler les faits prolonge la souffrance et qu'affronter la vérité, même tardivement, offre une chance de réconciliation et d'épanouissement. Le conflit central s'est résolu, mais les personnages ont poursuivi leur chemin, conscients que la vie continue, désormais empreinte de plus de transparence et d'humanité. Finalement, Claire contempla le village du haut d'une colline voisine, partagée entre soulagement et responsabilité.
Les rues pavées reflétaient la lumière du crépuscule, symbolisant que même après des années de silence, la vérité pouvait éclairer le chemin. L'histoire de Julien, le courage de Marcel, l'intégrité de Roussel et la confrontation de Claire s'entremêlèrent, laissant un héritage d'apprentissage, de réconciliation et de transformation personnelle. 11 années de silence ont fait place à la compréhension et à la réconciliation. Julien, guéri, a reconstruit sa vie loin du village, tandis que Claire assumait les responsabilités familiales et communautaires, guidant Saint-Aubin-sur-Loire avec maturité. Marcel est resté le gardien discret de la mémoire locale et Roussel a consolidé sa réputation d'enquêteur patient et impartial. La grange, jadis symbole de mystère et de peur, est devenue un rappel du pouvoir de la vérité et du courage d'affronter le passé. La communauté, meurtrie mais fortifiée, a appris que les secrets ne protègent pas, ils ne font que repousser l'inévitable, et que l'honnêteté, même tardive, a le pouvoir de transformer des vies. Si cette histoire de mystère, de courage et de révélation surprenante vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos réflexions sur l'influence des secrets sur nos vies et sur le courage d'affronter le passé. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires palpitantes, pleines de suspense et de rebondissements. Chaque visionnage, commentaire et partage contribuent à faire vivre ces récits, inspirant réflexion et action. Rejoignez-nous dans cette aventure et découvrez les énigmes cachées dans des lieux en apparence paisibles.